Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre dans ce Café des libraires, vous le savez, les interviews sont réalisées par des libraires et nous avons 15 plateaux qui se déroulent sur ce Café des libraires pendant les 2 jours et demi du festival. Et donc nous avons 15 libraires qui viennent d'un peu partout pour animer ces rencontres. Et ici, ce ne sont pas des rencontres à thème que nous faisons, ce sont vraiment des approches du dernier livre qui a été édité, de l'auteur invité. Alors là, je suis particulièrement contente d'accueillir plein de femmes et je me dis, oh là là, le pauvre Jean-Baptiste, il est tout seul comme homme avec toutes ces femmes autour de lui. Peut-être que je devrais dire, oh là là, quelle chance il a d'être aussi bien entouré. C'est peut-être ça. Alors Jean-Baptiste Hamelin, notre libraire sur ce plateau, vient ici pour la première fois et je l'accueille avec plaisir. Il vient d'une librairie qui s'appelle Le Carnet à Spirale, qui est située à Charlieu. Alors Charlieu, c'est dans le département de la Loire, dans la région Rhône-Alpes. Oui. Exactement ça, il m'a dit, mais son micro n'était pas ouvert. Voilà, donc bienvenue à toi Jean-Baptiste. Merci. Et bienvenue bien sûr à tous les auteurs qui sont sur ce plateau. Et nous allons commencer tout de suite avec Laura Kasischk, qui va passer tout de suite en premier parce qu'elle a une autre rencontre qu'elle enchaîne ensuite. Elle est interprétée par Morgane Cézanna, que je remercie d'être là, que je suis contente de revoir. On s'était déjà vus. Et elles vont nous parler du livre Eden Springs, qui est son dernier livre, paru aux éditions Page à Page en août 2018, qui a été traduit par Céline Leroy. On dira peut-être un mot de la postface qui est signée Lola Lafont. Et voilà, ce sera donc par ce livre que nous allons commencer. Et tu le résumes d'abord, c'est ça? Avec plaisir, oui, bien sûr. Et on fait la lecture ensuite, hein, c'est ce que tu me disais. Alors on va quand même demander à Annabelle Valverde de prendre place et puis on lui donnera la parole tout à l'heure. Donc, Jean-Baptiste, c'est à toi. Merci. Alors, découvrir un nouveau livre de Laura Kasischk, c'est toujours un bonheur, c'est un petit peu Noël avant la date. Ce nouveau livre est un petit peu différent peut-être des précédents, même si on retrouve ses sujets de prédilection. Ça démarre dans le Michigan, et c'est un homme qui s'appelle Benjamin Purnell, qui a créé en 1903 une communauté, plus exactement une secte, et qui pense donner la jeunesse éternelle aux personnes qui viennent dans cette secte. Et Laura Kasischk a fait un travail documentaliste, on va dire, ou documenté sur cette secte pour expliquer un petit peu comment il a réussi à faire venir, avec des idées plus ou moins farfelues, voire très farfelues, des personnes dans cette, entre guillemets, havre de paix factice, bien entendu. Donc je pourrais la questionner un petit peu sur ce sujet ensuite. Là, en effet, la postface, c'est de Lola Lafont, et c'est intéressant parce qu'on trouve... des sujets vraiment similaires entre ces deux écrivaines, dont le fait de se mettre dans une petite faille de la personne humaine pour mieux poser les questions. Voilà, c'est Lola Lafont, c'est faire ça aussi très très bien. Et Laura Kasischk, bien entendu, encore davantage peut-être. Merci. Alors on écoute donc le début du livre qui est lu par Annabelle Valverde. Au printemps 1903, un prédicateur nommé Benjamin Purnell et 5 de ses fidèles arrivèrent à Benton Harbor, Michigan. Ils suivaient une étoile et cherchaient à échapper au scandale. En quelques années seulement, leur message se répandit à travers le monde et 1000 adeptes du roi Ben rejoignirent les 5 premiers dans la colonie qu'il appela la Maison de David. Benjamin Purnell naquit en 1861 à Greenup, Kentucky, où, selon ses dires, Dieu lui souffla l'idée de réunir des ouailles pour attendre la fin du monde qui ferait d'eux les derniers humains sur Terre. Le second avènement leur accorderait la vie éternelle du corps et ils vivraient ensemble à jamais dans ce même corps de chair et d'os. Pendant des années, la maison de David dut ressembler à un genre de paradis. Ses membres, pour la plupart jeunes et en bonne santé, construisirent des demeures au plan anarchique dans lesquelles ils s'installèrent. On racontait que les briques de ces maisons avaient du sable dans leur mortier
qu'elle brillait à la lumière du soleil. La proximité du lac Michigan rendant le climat propice à la culture fruitière, la colonie s'entoura de vergers et de vignobles. À l'époque, Benton Harbor exportait 3 millions de caisses de fruits à travers le monde chaque année. De nouveaux colons arrivaient tous les mois, par bateau, en buggy ou en train. Afin de préparer leur corps au second avènement, on demandait aux fidèles de ne pas se couper les cheveux, de ne pas manger de viande et de ne pas avoir de rapports sexuels. Les récits sur la colonie n'évoquent pourtant pas un mode de vie sinistre ou chaste. Ceux concernant Purnell parlent d'un homme charismatique, d'une beauté envoûtante. On raconte que si vous aviez $1 en poche au moment de rencontrer le roi Ben, celui-ci vous l'extorquait à force de charme avant que vous vous sépariez. Il aimait la musique, la danse et les bonnes blagues. On raconte qu'il portait un costume blanc, montait un cheval blanc, et qu'on le voyait souvent en compagnie de très belles jeunes filles, toutes de blanc vêtues. Il avait un rubis en médaillon autour du cou. Bien que marié, à 2 reprises selon certains récits, il se montrait très affectueux avec ses jeunes disciples de sexe féminin. Apparemment, elle le lui rendait bien, et la fervente loyauté des hommes à l'égard du roi Ben semble lui avoir également octroyé la compagnie de leurs femmes, sœurs et filles. Les gens disaient que les colons étaient séduisants, pleins de vie, qu'ils avaient le rire facile. Les hommes étaient beaux en plus d'être d'excellents artisans, forts, travaillant dur. Les femmes, quant à elles, étaient d'une beauté renversante, et leur leader, Benjamin Purnell, semblait les trouver à ravir. Les colons de la maison de David préparaient peut-être leur corps au second avènement, mais en attendant, ils en usaient avec délectation, de même qu'ils profitaient de la richesse et du succès d'Eden Springs. Merci, merci beaucoup. Alors Jean-Baptiste, un petit résumé d'une histoire non qu'on a eue déjà. Oui, donc le passage illustre bien, Oui. résume bien d'ailleurs un petit peu le caractère un petit peu idyllique de ce lieu, mais bien sûr ça cache quelque chose. Ma première question, Laura, est de savoir comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette secte, Eden Spring, si c'est un sujet qui est très connu aux États-Unis, et également une question par rapport à la façon d'écrire, parce qu'à la différence de vos précédents romans, il y a toute une recherche historique dessus, et chaque chapitre démarre par des faits, des articles de presse ou des témoignages de personnages. Merci. Thank you. It is not famous in the United States. It's not even famous in the state that it's in or that I live in. I grew up a couple hours away from it, and also my entire family, my father's family, all live in the town where this cult was, and it was the town where my grandparents were and my aunts and uncles, so the place that I would go to for all the holidays, and it had fallen to ruin by the time I was born. However, no one until I was in my 30s ever told me a word about it as a child, which was odd because once I found out from them that there had been this very large cult with an amusement park and a sex scandal, and it was right down the road, and all my relatives had known all about it and been going to the amusement park and known lots of people from the House of David, and no one had ever thought to mention it. So I got very curious then.
Non, cette secte n'est pas vraiment très célèbre aux États-Unis, ni même dans l'État où elle était implantée, ni même dans la ville où moi j'habite, donc pas très loin. Moi, j'ai grandi donc à quelques heures de route de cette ville de Benton Harbor, et toute ma famille, la famille du côté paternel, donc mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, etc., y habitent toujours. Et enfant, j'y ai passé toutes mes vacances. Mais ce parc d'attractions est tombé en ruine avant ma naissance. Mais cependant, ce qui est étonnant, c'est que personne, absolument personne de ma famille ne m'a parlé de cette secte avant que j'atteigne la trentaine. Et j'ai trouvé ça vraiment très très étonnant. Donc le jour où j'ai appris l'existence de cette secte, donc par ma famille, mais très tard. Quand même étonnant qu'un endroit qui avait suscité tant de scandales, des scandales sexuels, qui avait défrayé la chronique et qui avait eu une telle ampleur, j'ai trouvé étonnant qu'on ne m'en ait jamais touché mot. Parce que toute ma famille en avait entendu parler, ils allaient régulièrement au parc d'attractions, ils connaissaient des gens qui vivaient dans cette maison de David. So, after my father retired, and my mother had died, he married his high school sweetheart and moved back to the town. So I had more reason to go than ever to go back to visit. And I just overheard them talking to each other one time about this amusement park that they used to go to and remember seeing this show or that show. Then I started asking, I was surprised that there had been an amusement park because there was no amusement park that I knew of. And then slowly they began to tell me more of this, it had been run by this cult of people from all over the world who grew their hair very long and wore white, and the cult leader was this man named Benjamin Purnell, who became the center of a sex scandal. And I think a couple of things made me absolutely want to know more, which was that this had ever existed and no one had ever thought to tell me about it. I'd never read or heard a word about it. And also that people as, fairly conservative as my family and the people in this quite small town were just so familiar with it. It was just such a familiar thing that they didn't even think it was something to bother to talk about. Donc après que mon père était donc à la retraite et donc que ma mère était décédée, mon père s'est marié avec son amour de jeunesse qu'il avait connu au lycée, et donc il est retourné s'installer dans cette ville, dans sa ville natale. Donc ça m'a effectivement bien sûr donné des bonnes raisons d'y retourner de plus en plus souvent. Et un jour, j'ai entendu mon père et donc sa nouvelle épouse parler de ce parc d'attractions, parler de tel ou tel spectacle qu'ils y avaient vu. Et j'étais vraiment très très surprise. Je voulais en savoir plus, donc je leur ai demandé un petit peu de quoi il en retournait. Et donc petit à petit, mais vraiment du bout des lèvres, ils ont commencé à me parler de cette secte en me disant oui, elle a bien existé. Donc il y avait des gens de partout, des quatre coins du monde, avec de très longs cheveux, tous habillés de blanc, de pied en cap. Et donc le leader, enfin le gourou, si je puis dire, de cette secte s'appelait Benjamin Purnell, et il a été mouillé dans une histoire de scandale sexuel. Enfin, il était même vraiment le protagoniste dans ce scandale. Et donc c'était quand même assez incroyable que je n'en ai jamais entendu parler. Et voilà, il y a certains aspects de ce que j'ai entendu dire sur cette secte m'ont donné envie de creuser un peu plus.
Donc parce que je n'avais jamais rien lu à propos de cette secte. Et donc il faut savoir que les gens de ma famille sont plutôt conservateurs, voilà, des gens qui ont vécu dans une petite ville, et pour eux en fait l'existence de cette secte était quelque chose de tellement banal qu'ils se sont dit que ça valait même pas le coup d'être relevé et de m'en parler. So should I go on and then about the process, or should I? Pardon? Oui, on va parler Oui, de oui. l'écriture justement, donc des recherches qui ont été faites pour ce livre, qui est mené un peu comme une enquête. Il y a une intrigue, peu à peu, qui monte. On démarre par la découverte en fait d'un corps. Un fossoyeur, en mettant en terre un corps d'une femme qui devait avoir 68 ans, se rend compte que c'est une très jeune femme. Le scandale démarre, bien entendu. Et donc Laura Kosciuszko illustre tout cela par des témoignages, des enquêtes. Et ensuite, elle va un petit peu romancer par rapport à ça, à chaque nouvelle page, pour imaginer ce qui a pu se passer. Il illustre également cette enquête des superbes photos il y a un cahier photo à la fin du livre. Donc c'est un mélange de vérité et je pense de fiction. Donc parlez-nous, oui, de ce travail d'écriture, Laura, si vous voulez bien. Yeah, well, after I found out about this, I asked my father and stepmother, where was this located? And I assumed that it was now a Walmart or something, but no, the property still was owned by a few very elderly cult members, and it's now acres and acres and acres of ruins of the amusement park and the compounds and mansions that had been built. And yeah, so obviously, I mean, I had asked to be taken there to see it, and I mean, it was the most haunted place I'd ever seen in my life. So I don't know if you want to, and then just. Donc après avoir appris l'existence de cette secte, j'ai commencé à poser de plus en plus de questions à mon père et à ma belle-mère. Je leur ai demandé où elle s'était située. Et je me disais, j'étais persuadée qu'il n'en resterait plus rien et qu'à la place, on aurait construit un Walmart, un gros hypermarché. Mais non. En fait, les bâtiments, le complexe était toujours là et il appartenait à des personnes très très âgées, donc c'était des anciens fidèles qui habitaient toujours sur place. Il y avait des hectares et des hectares de ruines, donc mais le parc d'attractions était toujours là, il y avait toujours les lotissements qui avaient servi de logement aux fidèles, il y avait toujours des manoirs. Et donc, évidemment, j'avais demandé, c'était moi qui voulais y aller, mais laissez-moi vraiment vous dire que c'est l'endroit le plus hanté qui m'ait jamais été donné de voir de toute ma vie. My process, the book really is, I mean, the process is, you can see it in the book. I started collecting things about the House of David, reading stories about it, reading newspaper articles, gathering postcards, and reading what turned out to be hundreds of transcripts from a trial against Benjamin Purnell for sexual abuse. And the scene with the gravedigger, actually, it's not fictional, except that I dramatized it, but it was in a newspaper article. A gravedigger, body fell out. He was burying a member of the House of David. Had been told was a 68-year-old woman, and she fell out of her coffin, and it appeared to be, to him, a 16-year-old girl, which began the investigation. So for me, it was an investigation too. I read, I collected, I visited, I went sneaking around the area, and I was trying to imagine and determine and discover everything I could. I just was really obsessed with the place and the history of it.
Alors, pour revenir à mon processus d'écriture, eh bien, je crois que c'est apparent, c'est visible dans le livre en lui-même. On voit bien que donc j'ai rassemblé beaucoup de ressources à propos de cette maison de David. Donc, j'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de récits à propos de la maison de David. J'ai rassemblé des cartes postales. J'ai lu également des centaines de transcriptions, de témoignages qui avaient été donnés pendant les procès contre Benjamin Purnell à cause de ces des violences sexuelles, les sévices sexuels qu'il avait fait subir à des jeunes filles. Voilà, donc c'est tout un processus assez hétéroclite. Et donc la scène du Fossoyeur dont vous parliez, Jean-Baptiste, c'est pas du tout de la fiction. Elle a vraiment eu lieu. Bon, évidemment, j'ai un petit peu romancé, enfin j'ai moi-même ajouté quelques éléments fictionnels, mais elle a vraiment eu lieu. Et donc quand ce monsieur a enterré le corps d'une femme qui avait soi-disant 68 ans, le cadavre est tombé du cercueil, et là il s'est rendu compte qu'en fait cette femme âgée était une adolescente de 16 ans. Et à partir de là, effectivement, il y a eu une enquête. Et en parlant d'enquête, c'est vrai que oui, moi aussi, j'ai travaillé sur ce livre comme s'il s'agissait d'une enquête. Comme je le disais, j'ai lu, j'ai rassemblé des éléments, etc. J'ai joué un petit peu la collectionneuse. Et puis j'ai été fouiner un petit peu partout où il y avait de la documentation sur le sujet. Et donc j'ai, en plus de ça, essayé d'imaginer ce qu'il avait pu se passer. J'ai essayé de découvrir ce qu'avait pu être la vie des gens de cette secte. Et je dois dire que je suis devenue un petit peu obsédée par ce sujet-là. En tout cas, c'est un livre qui permet de mesurer à quel point une personne charismatique peut entraîner à sa suite un nombre incalculable de gens, et c'est un peu effrayant. Ça s'intitule Eden Springs, c'est paru aux éditions Page à Page. Il y a une postface de Lola Lafont, et c'est un livre traduit de l'anglais par Céline Leroy. Alors c'est amusant parce qu'on passe d'un livre où le personnage principal qui a vraiment existé promet la vie éternelle en quelque sorte à ses adeptes, et puis on passe à un livre, celui de Jenny Melamed, qui s'intitule en français « Et nous ne vieillirons jamais ». Voilà. Alors, ce premier roman de Jenny Melamed se passe également donc aux États-Unis, sur une île où, depuis des générations, une communauté, on ne parle pas de secte là, une communauté vit en autarcie totale, suit les règles du livre sacré, et des règles particulièrement dures bien entendu pour les femmes. Je dis bien entendu parce qu'on est vraiment dans une société patriarcale. Et ces femmes subissent, ne connaissant rien d'autre en plus, une façon de procéder des plus lamentables. On va découvrir par contre 4 jeunes femmes qui vont décider de refuser l'acte de putréfaction. Et en refusant cet acte, elles vont s'isoler sur cette île et vont un petit peu casser les codes de ce livre sacré. On va découvrir ce livre qui est dur, qui est très beau. Il est dur parce que c'est suggéré, tout est suggéré, et je pense que ça rajoute encore plus à la violence des soumissions qui sont faites sur cette île. Oui. Alors ce livre s'intitule donc « Et nous ne vieillirons jamais ». Il est paru chez Anne Carrière en mars 2018. Et il a été traduit par Marie de Prémonville, qui va gentiment faire l'interprète aussi de Jenny Melamed. Mais nous écoutons tout de suite un extrait de ce livre qui est lu par Valentine Muller. Dans son rêve, Vanessa est adulte, lourde de chair et d'inquiétude. Ses 2 filles, souples et gracieuses, dansent et gambadent sur le rivage. Elle les observe, assises dans l'herbe, à la lisière du sable. Leurs robes virevoltent, aussi blanches que la craie, la chair de la pomme ou la pierre délavée par le soleil. Les rayons ardents se fracassent à la surface de l'eau en tessons miroitants et glissent sur les vagues minuscules
en une pellicule étincelante et déchirée. L'une des filles s'immobilise, fait volte-face et agite frénétiquement le bras en direction de Vanessa, qui, le cœur douloureux d'amour, lui fait signe en retour. Les filles s'attrapent par les avant-bras et, riant aux éclats, forment une ronde effrénée avant de s'affaler sur le sable. Elles se relèvent d'un bond. Leurs fronts se touchent tandis qu'elles complotent et elles remontent leurs robes pour pénétrer dans l'eau. « N'allez pas trop loin !» leur crie Vanessa, mais elles font semblant de ne pas l'entendre. Elles avancent, jambes écartées, tels des hérons malhabiles, trempant leur ourlet, et sondent l'eau du regard en quête de poissons ou de crabes. La plus jeune se retourne pour crier « Nous allons nager, mère !»« Mais vous ne savez pas nager !» hurle désespérément Vanessa. Les deux inconscientes plongent et s'éloignent bientôt en barbotant, battant l'eau de leurs mains et de leurs jambes élancées. Portées par le courant puissant, leurs silhouettes rapetissent rapidement. Vanessa essaie de rejoindre le bord de l'eau en courant, mais ses pieds sont profondément enfoncés dans le sol. Des racines s'enroulent autour de ses chevilles et ses membres sont paralysés, pareils à des troncs d'arbres morts. Elle ouvre la bouche pour rappeler ses filles, mais au lieu de leur ordonner de revenir vers le rivage, elle s'entend hurler « Nagez plus vite! Fuyez d'ici! Partez sur le champ !» Le soleil disparaît et la mer s'obscurcit, se met à bouillonner et à cracher. Les visages de ses enfants bien-aimés se recroquevillent jusqu'à n'être plus que des grains de poussière. Vanessa serre les poings, ferme les paupières et s'écrie « Ne revenez jamais! Je vous tuerai si je vous revois ici. Je jure que je vous tuerai toutes les deux. » Tandis que les filles disparaissent dans la ligne d'horizon, Vanessa prend sa tête entre ses mains et fond en larmes. « Voleuse !» chuchote une voix tout autour d'elle qui résonne et gronde jusque dans sa cage thoracique. « Blasphématrice !» Le sol ramollit et Vanessa tombe, traverse une mer de boue noire avant de chuter dans le brasier obscur et déchaîné des ténèbres. Ses os craquent comme des brindilles. En tournant frénétiquement la tête sur sa nuque brisée, elle voit ses filles qui se tordent de douleur près d'elle, leurs longues jambes minces qui s'arquent et explosent sous leurs robes blanches enflammées. Puis Père surgit, la secoue et l'attire contre lui. « Vanessa, détends-toi, lui dit-il. » Elle tremble et sanglote. Ce n'est qu'un rêve. Elle desserre les poings et, à la lueur grise de l'aube, elle voit qu'elle s'est taillée de petits croissants de lune sombre au creux des paumes. Voilà, merci beaucoup Valentine, merci. Je m'aperçois que je n'ai pas présenté Laura tout à l'heure, mais je reviendrai sur elle, même si elle n'est plus sur le plateau tout à l'heure. Mais je considère qu'on la connaît, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici d'ailleurs. Alors, ce livre dont on vient d'écouter un extrait est le premier roman de Jenny Melamed, qui est infirmière psychiatrique, je vais y arriver, qui est spécialisée dans l'accompagnement d'enfants traumatisés, et Jenny vit à Seattle. Alors c'est un passage intéressant parce que ça donne vraiment le son du livre et de ce personnage qui se prénomme Vanessa. Ma première question, elle est toute simple, c'est comment vous est venu et pourquoi vous avez décidé d'écrire sur ce sujet et de créer cette communauté? So, the idea first came to me when I was in college, and I had some friends who were revealing stories of their childhood abuse, and there were very many of them. And one night I just thought, what if I'm the strange one for not experiencing this? What if it happened to everybody? And that's when the idea of the island was born. If you make what we consider horrific a part of a culture, a part of every day, what would be the effects on children? And I didn't
have the background or the knowledge to answer that question. And it wasn't until I went through my graduate program and started working with these kids that I was able to make a more educated guess about what would happen, what would be an authentic response to a culture where horrible things were happening to children, but they were happening to all the other children too. L'idée m'est venue pour la première fois pendant mes études supérieures, où en entendant des histoires d'abus sexuels ou de situations violentes qu'avaient vécues des amis, et je me suis rendu compte qu'ils étaient nombreux. Et donc un soir ou une nuit, je me suis dit, mais et si c'était moi qui étais l'élément étrange dans toute cette histoire, si finalement ce genre d'événement arrivait à tout le monde. Et c'est comme ça que l'idée de l'île, de cette île isolée, m'est venue. La question que je me posais, c'était si l'horreur, cette horreur devenait un élément de culture quotidien, quel effet cela aurait sur les enfants d'une société. Alors à l'époque, je n'avais pas d'éléments pour nourrir cette réflexion, je n'avais pas d'éléments ni dans ma culture, ni dans mes expériences personnelles, jusqu'au moment où je me suis mise à travailler avec les enfants. Et là, j'ai pu, de manière un peu plus réaliste, deviner ce que serait notre réaction et la réaction de ces enfants dans une situation où l'horreur, justement, serait le quotidien de tous les enfants. So I was in university and I had access to this beautiful library, multiple libraries, and I began researching different cultures and trying to get my best view of what it had been like when these different cultures did things that we consider, abominable. There are more well-known examples like foot binding in China or female genital mutilation in parts of Africa and the Middle East, which is still happening. And then I would read in anthropological journals about these very isolated societies. And, there was one society where the young children were expected to sexually service the teenagers, and everybody did it. And of course, you never hear the voice of the children. It's always this very passionless description. And another society in the South Pacific where fathers were expected to prepare their daughters for their husbands. La traduction. Donc quand j'étais à l'université, j'ai eu accès à une bibliothèque fabuleuse avec toutes ces ressources pour me renseigner. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur les différentes cultures où avaient lieu des abus des abus au sens large, pour essayer d'ouvrir mon point de vue et pour essayer de percevoir plus clairement ce qui se passait quand ces cultures faisaient des choses qu'on considérait comme abominables, et notamment aux enfants. Donc je pense à la tradition chinoise, par exemple, qui consiste à lier les pieds des petites filles, ou à l'excision aussi, qui est un phénomène très répandu. Et j'ai lu aussi beaucoup de témoignages ou de journaux et de journaux de bord d'enfants qui avaient vécu dans des sociétés très très isolées, et dont il y a un témoignage qui m'est revenu, le témoignage concernant une société où les jeunes enfants étaient censés se livrer sexuellement aux adolescents et accomplir les désirs sexuels des adolescents. Et ces descriptions étaient vraiment sans émotion, il ne s'agissait que des faits, les voix étaient très lissées, c'était très étonnant. Et j'ai lu aussi beaucoup sur une autre société où les pères étaient censés préparer leurs filles à leur vie sexuelle avec leur mari. Préparer leurs filles, vous imaginez de quelle manière, hein? So this is all hideously depressing. And I was by now working with these traumatized children, and what surprised me was these kids who had gone through the worst things I had ever heard about, they were still kids. They were resilient, and they could be happy, and they could love, and they could accept love, and they absolutely amazed me. And I think that's what really allowed me to write the book, was saying, okay,
these children that have experienced horrible things are more than their experience of horrible things. They're children, and they, you know, they're as wonderful and crazy and sometimes annoying as children can be. And that's when it kind of became more real for me. Alors toute cette réalité a été terriblement déprimante, lire tout ça. Et puis je me suis mis à travailler avec les enfants victimes de traumatisme. Et là, ça a été une grande surprise pour moi. C'est-à-dire que ces enfants qui avaient connu le pire des choses imaginables pour nous, adultes, restaient des enfants. Marie, bien le micro. Pardon, restaient des enfants et étaient résilients. Ils faisaient preuve d'une grande résilience. Ils étaient capables de rire, ils étaient capables d'aimer, ils étaient capables d'accepter l'amour qu'on leur donnait. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant et merveilleux. Et c'est sans doute ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est qu'ils avaient tout vécu, ils avaient vécu l'horreur, mais qu'ils restaient des enfants avec leurs défauts, leur côté ennuyeux, leur côté bruyant, et que c'est ce constat qui a rendu réelle cette situation et m'a permis d'écrire le livre. Et en même temps, on a l'impression que ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui vont s'isoler sur l'île, n'ont pas les armes nécessaires pour faire autre chose que refuser, et qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas les connaissances, parce qu'on a privé de connaissances depuis leur plus jeune âge, pour inventer un autre monde, pour faire autrement. Je me trompe en vous posant cette question? So I think in some parts of the book they do let their imaginations go a little wild. But to me, that's kind of the experience of being a child, at least a younger child. You don't have any power. You can't go set up your own society. You don't have the language or the ability to stand up and say, what's happening to me is not okay, or I want things to be different. Because we just, I mean, for some very good reasons, we don't give children that power. And for me, the rebellion was more of a withdrawal and a refusal, because I don't feel like children just aren't able to create an armed revolution, you know, the same way that adults can. Il me semble quand même que dans le livre, le pouvoir qu'elles ont, c'est de laisser leur imagination quand même vagabonder. Mais globalement, c'est quand même le propre de l'expérience de l'enfance. C'est qu'on n'a pas de pouvoir, on ne possède pas le langage à proprement parler pour raconter ce qui nous arrive ou dire que ce qui nous arrive n'est pas bien. On n'a pas de capacité de résistance, on n'a pas de capacité de refuser ou de faire changer les choses, l'état de fait dans lequel on est. Parce que, pour des raisons qui peuvent paraître bonnes, on ne donne pas ce pouvoir aux enfants dans nos sociétés. Et donc, je concevais la rébellion là comme une façon de se mettre à l'écart de ce système, de le refuser, car les enfants ne peuvent pas mettre sur pied une révolution armée comme le font les adultes. Donc leur seul recours, c'est de se réfugier dans ce refus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, il y a des personnages très, très attachants. Il y a des moments de tendresse, Dieu merci. Les seuls qui peuvent servir de sortir de cette communauté, ce sont les hommes, évidemment, et les vadrouilleurs, qu'il n'y a pas de livre, qu'il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment une vie en vase clos absolument étouffante, mais que les héroïnes de ce livre sont formidables. Vanessa, la fille d'un vadrouilleur, Janet, une adolescente qui utilise l'anorexie justement pour retarder la survenue de ses règles et rester dans le domaine de l'enfance. Et puis il y a Kathleen aussi qui elle, subit le joug d'un père violent. Enfin voilà, il y a plein de personnages dans ce livre qui sont extrêmement attachants et que je vous recommande. Jenny Melamed et Nous ne lirons jamais, traduit de l'anglais donc par Marie de Prémonville. Merci Marie d'avoir aussi fait l'interprète sur ce plateau. Et on va découvrir maintenant le livre de Lénie Zumas. Alors Laura Kasichke, elle n'était pas fâchée du tout, hein, c'est simplement parce qu'elle a un autre débat ailleurs et c'est pour ça qu'elle est partie pendant la rencontre. Alors on va parler maintenant du livre de Lénie Zumas qui s'intitule Les Heures Rouges, qui a été traduit par Anne Robinovitch et Lénie va être traduite là par Myriam Elmernissi. Merci d'être avec nous. Elle habite Portland dans
l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis, où elle est professeure agrégée. Elle enseigne l'écriture créative à l'université et publie régulièrement dans la presse américaine. Les Heures Rouges est son premier roman traduit à l'étranger, et il y a eu vraiment déjà beaucoup de belles presses sur ce livre, paru aux presses de la Cité. Je te laisse faire un petit résumé Oui. avant la lecture. Presse très méritée pour ce livre qui est mordant, qui est politique, qui est militant, qui est drôle également, qui est très très rythmé. Alors de nouveau, on va suivre quatre femmes, alors totalement différentes, qui se connaissent. On est dans les États-Unis, mais on ne sait pas exactement quand. C'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, c'est j'espère jamais. Et il y a une loi qui va passer pour interdire l'adoption et la PMA. Il y a déjà une loi qui est passée sur l'avortement. Et donc c'est la liberté de la femme qui, de nouveau, est complètement prise en otage par un pouvoir politique fort. Voilà le thème du livre, et on va suivre 4 héroïnes. Roberta, qui est une prof d'histoire, qui a 42 ans et qui veut avoir recours à la PMA. Suzanne, qui est par contre, elle, femme au foyer et qui a manqué sa carrière et qui voudrait plutôt songe, pourquoi pas, à divorcer. Mathie, qui est une élève de Roberta, qui, suite à un échange amoureux ou un échange sexuel à l'arrière d'une voiture, parce que c'est pas très amoureux quand même, est tombée enceinte. Et surtout, le personnage qui va un petit peu aussi les relier, c'est Jean, c'est la guérisseuse. Et dans ce livre, on emploie les mots guérisseuse, on emploie le prof, la mère, plutôt que les prénoms. Voilà, mais ça, je poserai la question, je pense, après, pour en connaître la raison, après l'extrait. Alors, on écoute l'extrait donc des Heures Rouges de Lénie Dumas par Hélène Monnery. Merci. Dans une pièce réservée aux femmes dont le corps est brisé, Roberta attend son tour. Entre 2 âges, elle a la peau blanche, des taches de rousseur et porte un jogging. Avant d'être appelée à monter sur la table d'examen et à poser les pieds sur les étriers, à sentir une sonde explorer son vagin, à voir sur l'écran les images sombres de ses ovaires et de son utérus, la biographe d'Eivor Minervundóttir passe en revue les alliances des autres patientes. Des pierres authentiques, de larges anneaux scintillants. Elles épousent le doigt de femmes dotées de canapés en cuir et de maris solvables, mais dont les cellules, les trompes et le sang faillissent à leur destin animal. Du moins, c'est ce que la biographe aime à imaginer. Une histoire simple, facile, qui lui permet de ne pas penser à ce qui se passe dans la tête de ces femmes ou des maris qui les accompagnent parfois. L'infirmière Krabi a une perruque rose fluo et un corset à lanière en plastique qui dénude pratiquement tout son torse ainsi qu'une bonne partie de sa poitrine. « Joyeux Halloween !» explique-t-elle. « À vous aussi !» répond la biographe. « Allons aspirer un peu de lignée. »« Pardon ? Anagramme de sang. » dit poliment la biographe. Krabi ne trouve pas la veine tout de suite. Elle doit la chercher et ça fait mal. « Où es-tu passée, petite ?» demande-t-elle. Des mois de piqûres ont balafré et assombri le creux des coudes de la patiente. Heureusement, les manches longues sont de mise dans cette région du monde. « Les Anglais sont revenus, n'est-ce pas ?» dit Krabi. L'esprit vengeur. Eh bien, Roberta, le corps est une énigme. Ça y est, je te tiens. Le sang afflue dans le tube. Le prélèvement leur indiquera les taux d'hormones folliculostimulantes, d'œstradiol et de progestérone fabriqués par le corps de la biographe. Il y a de bons et de mauvais chiffres. Krabi range le tube dans un support à côté d'autres échantillons. Une demi-heure plus tard, quelqu'un frappe un coup à la porte de la salle d'examen pour signaler sa venue, pas pour demander la permission d'entrer. L'homme qui pénètre dans la pièce porte des lunettes d'aviateur, un gilet et un pantalon de cuir, une perruque noire bouclée sous un chapeau rond. « Je suis le garçon de la bande », annonce le docteur Kabelfeisch. « Waouh !
s'exclame la biographe, perturbée par ce nouveau look si sexy. Jetons un coup d'œil, vous voulez bien? Il pose ses fesses gainées de cuir sur un tabouret, face aux cuisses ouvertes de la patiente, et laisse échapper un « oups » en retirant ses lunettes. Cablefish a joué au football dans une université de la côte Est, et il a encore un visage d'étudiant. Le teint doré, une piètre capacité d'écoute. Il sourit en énonçant des statistiques peu réjouissantes. Merci. Donc il y a 4 personnages contemporains et on a eu aussi Eivor qui est exploratrice islandaise et Roberta écrit une thèse sur elle, une biographie sur elle. Voilà. Ma première question, elle est par rapport aux 2 romans précédents où on a une secte, on a une communauté, là on a la société. C'était vraiment une volonté de votre part d'ancrer votre livre et votre intrigue et dans une société réelle, puisqu'elle paraît tellement réelle que c'en est effrayant. Yeah, it was. By the way, the scene that she just read very beautifully, thank you, where the doctor, this fertility doctor, was dressing up as the guitar player Slash from Guns N' Roses. That came from a personal experience of mine with a fertility doctor. But it was, yeah. It was because I felt like there was so many disturbing elements happening in the world around me, around us, and to kind of just shine a little beam on them could be just as frightening as imagining a sort of more spectacular future dystopia. Alors oui, en effet, c'était un choix délibéré et la scène que vient de lire très bien d'ailleurs la jeune fille, où le docteur est déguisé en guitariste de Guns N' Roses, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Slash, c'est basé sur une véritable expérience tirée de ma vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Et le fait de mettre des éléments aussi étranges et bizarres dans un contexte réel, dans la vraie vie, on va dire, dans notre univers, c'était un choix parce que parfois c'est encore plus effrayant que de placer ça dans un contexte, un monde imaginaire un peu horrifiant. Et vos personnages, en même temps, sont assez larges pour pouvoir correspondre à énormément de lecteurs, pour que le message soit encore un peu plus universel peut-être. C'était aussi cette volonté de faire des personnages qui sont assez peu ressemblants les uns aux autres.